Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le 4e chapitre à propos des vidéos sur l'économie et ce chapitre abordera le concept des courbes d'utilité. Donc un concept très important à comprendre pour voir comment se forment donc les courbes de demande. C'est grâce aux courbes d'utilité, on verra ça dans la deuxième vidéo. Mais avant tout, qu'est-ce que c'est la courbe d'utilité? C'est quoi ses propriétés? Comment elle se construit? Comment on fusionne ceci avec la contrainte budgétaire, etc. pour trouver l'optimum? C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Alors avant tout, cette courbe d'utilité est tracée selon le concept de non-satiété. Qu'est-ce que c'est le concept de non-satiété? C'est nous dire qu'on préfère avoir plus que moins. Logiquement, tout consommateur rationnel préfère avoir plus que moins, c'est assez logique. Ce qui explique que plus on est vers la droite, donc là on a la courbe d'utilité 0, 1, 2, plus on est vers la droite, plus on est content. D'accord? Donc là je suis plus content d'avoir 50 litres de bière et 50 litres de vin que 10 litres de bière et 10 litres de vin. C'est ça le concept de non-satiété. Et ensuite nous avons ne surtout pas oublier que l'utilité est un concept ordinal, d'accord? Le consommateur fait un ordre du plus mauvais au meilleur entre les paniers de consommation, les différents paniers, donc là on en a plein des différents, on en a 1, 2, 3, 4, 5, tous les points noirs ce sont des paniers de consommation. Finalement ce n'est pas un concept cardinal, ne pas oublier, c'est un concept ordinal mais pas un concept cardinal, car on ne peut pas mettre de mesure sur la satisfaction d'un consommateur. On ne met pas de kilowatts, de centimètres sur la satisfaction de quelqu'un. On ne mesure pas ceci, on fait juste un concept ordinal. D'accord? On peut juste faire un ordre entre différents paniers de consommation. Dire je préfère le panier 30 litres de bière et 40 litres de vin que le panier 25 litres de bière et 20 litres de vin. Voilà, on peut juste faire un ordre. Et c'est tout. Et cet ordre se fait selon le concept de satiété, car on préfère avoir plus ici que moins. D'accord? Alors ici, on observe du coup, si je vous laisse faire l'ordre, normalement vous devriez le faire naturellement, c'est que U0, l'utilité de 0, est moins bien que l'utilité de U1 que l'utilité de U2. Donc U2 c'est la meilleure, U1 au milieu, U0 la moins bonne, car plus on se rapproche de l'origine, au plus bas c'est, au plus on va vers la droite, au mieux c'est, d'accord? Car on a plus sur U2 que sur U1 et vice versa. Plus on est vers la droite et par conséquent, plus on a, au mieux c'est, d'accord? Lorsqu'on a plusieurs combinaisons de paniers sur la même courbe d'utilité, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc là, on peut voir que sur la courbe d'utilité U1, on a 3 paniers de consommation. Donc, est-ce qu'il y en a un qu'on préfère à l'autre, etc. Non, car on peut voir que ce panier-là n'est pas plus à droite que ce panier-là ou ce panier-là. Donc, en fait, quand on est sur la même courbe d'utilité, ou la courbe d'indifférence, en fait, c'est pour ça qu'on appelle aussi ça la courbe d'indifférence, on va rester indifférent sur les 3 paniers de consommation qui sont sur la même droite. En fait, tous les paniers de consommation possibles sur cette courbe d'utilité, on va rester indifférent. On aura la même utilité, la même satisfaction. D'accord? Et c'est avec cette théorie de l'utilité que nous allons pouvoir classer les différents paniers de consommation. Donc maintenant, après avoir vu ce que c'était les courbes d'utilité, nous allons maintenant voir comment on la construit, donc autrement dit, quelles sont ses propriétés et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec une courbe d'utilité en fait. La première propriété, donc les propriétés fondamentales des courbes d'utilité, va nous dire que la pente est négative. Pourquoi elle est négative? Eh bien c'est très simple. La pente de la courbe d'utilité doit toujours être négative car une pente positive suggérerait que nous aurions la même satisfaction entre 2 paniers de consommation, sachant que l'un d'entre eux a plus de biens que l'autre. Par conséquent, nous allons à l'encontre de la logique et de la théorie de la non-satiété. D'accord? J'ai fait donc deux graphiques avec un qui a une pente positive, celui-ci, et un qui a une pente négative. Donc celui-ci c'est le bon évidemment, celui-ci c'est le mauvais. D'accord? On va voir pourquoi. Parce que comme je vous l'ai dit, quand on a 2 paniers de consommation sur la même courbe d'utilité, on est indifférent. D'accord? Donc ça c'est la courbe d'utilité, on a 2 paniers de consommation possibles. On peut voir qu'en ce point-ci, on a beaucoup plus de biens, donc de A et de B, que sur ce panier-là. Ce qui est complètement illogique. On peut pas préférer, on ne peut pas en fait être indifférent entre 2 paniers de consommation, dont un qui a beaucoup plus de biens que l'autre. C'est complètement illogique, on n'a pas d'effet de substitution, donc il n'y a pas de logique dans ce cas-ci. Comme expliqué précédemment, la pente est positive et l'effet de substitution est inexistant. D'accord? En plus, on peut voir que ce panier de consommation là est bien plus à droite que celui-ci. Donc en fait, celui-ci se trouverait sur une autre courbe d'utilité et celui-là se trouverait sur, par exemple, imaginons la courbe d'utilité 0 et celui-là sur la courbe d'utilité 1. D'accord?
mais ils ne peuvent pas être sur la même courbe d'utilité, car sur celui-ci, on a bien plus de A et de B que sur celui-ci. Pourtant, on reste indifférent, ce qui est complètement illogique avec la théorie de la non-satiété. Celui-ci est donc bon, car ici, on a du B et du A. D'accord? Et si maintenant, on va vers la droite, en fait, on substitue du B contre du A, d'ailleurs, d'accord? Donc là, en fait, on va avoir un effet de substitution, ce qui est complètement logique. Donc, à ce panier ici, je fais une petite erreur, mais c'est plus vers le point ici, en fait, on aura, comparé à ce panier de consommation-ci, moins de B pour plus de A. Donc, on a un effet de substitution, et autrement dit, les deux paniers s'égalisent, d'accord? Si maintenant, ici, on a 3 B et 2 A, ici, on aura 1 B et 4 A. Vous voyez? Genre, ça s'égalise, d'accord? Donc maintenant que nous avons vu que la courbe d'utilité n'a pas de pente positive, car ceci suggérerait que nous serions indifférents entre deux paniers de consommation, dont un qui a beaucoup plus de biens A et de B que l'autre, nous allons voir que deux courbes d'utilité ne sont jamais séquentes. Pourquoi? Eh bien, imaginons, donc comme le premier graphique que je vous ai montré, trois courbes d'utilité, U0, U1, U2. Et on rajoute U0', d'accord? U0' qui vient couper U0 et U1, d'accord? On va démontrer par l'absurde, comme je l'ai mis ici, on va démontrer par l'absurde que ce n'est pas possible. Imaginons que nous prenions U0 qui coupe U0', donc U0' qui coupe U0. Autrement dit, le panier 40-10, donc ici 40-10, on peut voir que ce panier de consommation va avoir la même utilité que ce panier de consommation-ci, 20-15. Pourquoi? Car on est sur la même courbe d'utilité, hein. Donc on est indifférent. Donc on a 40, le panier de consommation 40-10 sur U0' qui a la même utilité que le panier de consommation 20-15 qui se trouve sur la courbe d'indifférence U0. Si maintenant on additionne ceci, on a que 50 est égal à 35. Ce qui est impossible, car on a bien plus de biens de consommation ici que là. Et donc avec la théorie de non-satiété encore une fois, c'est illogique, car on préfère ce panier de consommation-ci à ce panier de consommation-là. On ne peut pas être indifférent entre ces deux paniers de consommation, donc des courbes d'utilité ne peuvent pas être séquentes, d'accord? Ce qui n'est pas logique, car dans le premier panier, nous avons plus de biens que dans le deuxième, donc on ne peut pas avoir la même utilité. Comme je viens de dire, c'est le fait que les courbes d'utilité sont transitives. Donc si je préfère, imaginons U0 est mieux que U1 et U1 est moins bien que U2, et bien U2 est mieux que U0. C'est ça en fait la transitivité. D'accord. Donc après avoir vu les deux premières propriétés, le fait que les courbes d'utilité ont toujours une pente négative et qu'elles ne sont jamais séquentes, nous allons voir pourquoi elles sont convexes. Donc je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais depuis le début, on voit que les courbes d'utilité sont tout le temps convexes, donc comme les courbes de demande, mais elles ne sont jamais concaves, d'accord? Pourquoi? Eh bien, on va le comprendre en expliquant la substituabilité des biens, d'accord? Donc au fur et à mesure de l'explication, vous allez comprendre pourquoi elles sont convexes et pas concaves, d'accord? Si on prend le TMS bière-vin, donc le taux marginal de substitution de bière en vin, c'est quoi? Il ne faut pas avoir peur avec ce terme, taux marginal de substitution, ça fait assez peur, mais c'est très simple. En fait, on est prêt à donner combien de bière pour du vin, d'accord? Alors c'est très simple, imaginons que imaginons que j'ai 10 litres de bière et 1 litre de vin. Je vais être prêt à donner beaucoup plus de bière pour un peu de vin. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de bière, d'accord? Imaginons que j'ai pas du tout de bière, donc j'ai beaucoup moins de bière pour avoir du vin, je serais prêt à donner beaucoup moins de bière, d'accord? En fait, le débière, en fait, c'est ce qu'on est prêt à donner de bière pour du vin, d'accord? On voit qu'ici on est prêt à donner beaucoup de bière pour un peu de vin, ici un peu moins parce que là maintenant on a du vin, ici beaucoup moins parce que maintenant on a peu de bière, beaucoup de vin, d'accord? Donc en fait le taux marginal de substitution, on est prêt à donner combien de bière en vin, d'accord? Si maintenant c'était vin et bière, on est prêt à donner combien de vin pour de la bière, d'accord? Alors le graphique montre, comme je l'ai dit, que lorsqu'on a beaucoup de bière, on est prêt à sacrifier beaucoup pour peu de vin. Cela s'explique par le fait que le taux marginal de substitution de la bière en vin est très élevé à cet endroit, d'accord? Alors, pourquoi expliquer que c'est élevé en cet endroit? Eh bien, on va prendre le concept de l'utilité marginale
décroissante. D'accord? L'utilité marginale décroissante, c'est quoi? Je vous l'avais expliqué dans l'offre et la demande. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir parce que c'est très important. Le concept d'utilité marginale, ça explique quasiment tout. C'est le fait que, imaginons que nous soyons dans le désert, notre première bouteille d'eau va nous donner beaucoup d'utilité. La deuxième un peu moins, la troisième un peu moins, la quatrième un peu moins, la cinquième plus du tout. Donc en fait on a quelque chose de décroissant. L'utilité décroît avec les quantités. Plus on a de quantité, plus l'utilité du bien que l'on a décroît. D'accord? Donc imaginons, donc pour avoir le TMS de bière sur 20, d'accord, c'est égal à l'utilité marginale du vin sur l'utilité marginale de la bière. D'accord? Si on va en ce point-ci, le point tout en haut, et on regarde pour l'utilité marginale du vin. L'utilité marginale du vin, en ce point-ci, elle est très haute. Pourquoi? Parce qu'on a peu de vin, d'accord? Du coup, utilité marginale du vin très haute, et l'utilité marginale de la bière très basse, parce qu'on a beaucoup de bière, d'accord? Et si on regarde ça, vu que le dénominateur est très bas, et que le numérateur est plutôt élevé, le TMS en ce point-ci sera très élevé. Ce qui explique que le TMS en ce point-ci est élevé. Si on fait la même chose en bas, l'utilité marginale du vin est très basse, l'utilité marginale de la bière est très haute. Donc le TMS sera très bas. Voilà. Donc le TMS, le taux marginal de substitution de bière en vin, diminue avec les quantités de vin. Tout simplement. Ceci est donc fortement mis en relation avec le concept d'utilité marginale, car quand on a peu de vin, l'utilité marginale du vin est élevée, et quand on a beaucoup de bière, son utilité marginale sera faible, ce qui explique le TMS élevé lorsqu'on a beaucoup de bière. Voilà ce que je viens d'expliquer. Ceci, il va nous donner deux infos. Le TMS est élevé quand on a beaucoup de bière, car on est prêt à sacrifier beaucoup de bière pour peu de vin, et le TMS est faible lorsqu'on a peu de bière, car on est prêt à sacrifier peu de bière pour obtenir du vin. C'est ce que je viens de dire. Et la façon dont la bière se substitue en vin dépend des quantités de bière que l'on a déjà, ce que j'ai encore dit. D'accord? Maintenant, on va prendre un exemple. Imaginons que le TMS, le taux marginal de substitution de bière par vin, vaut 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le consommateur est prêt à donner 2 litres de bière pour 1 litre de vin. Okay? Ça veut dire que là, on a trop de bière comparé au vin. D'accord? Prenons le cas inverse, où le TMS vaut 0,5, on est prêt à donner 0,5 litres de bière pour 1 litre de vin. Ça veut dire qu'on n'a pas assez de bière et trop de vin dans ce cas-ci, d'accord? Le meilleur TMS, c'est le TMS vaut 1, d'accord? Ça veut dire qu'on est à l'équilibre, ça veut dire que pour nous, on est à l'équilibre pour le consommateur et son utilité, car si maintenant, pour 1 litre de vin, on est prêt à donner 1 litre de bière, ça veut dire que c'est à l'équilibre, d'accord? Et pourquoi c'est convexe et pas concave, du coup je l'ai toujours pas expliqué. Eh bien c'est tout simplement mis en relation avec le concept de l'utilité marginale décroissante. Si c'était concave, bah ça va complètement à l'encontre de l'utilité marginale décroissante. D'accord? Parce que ça voudrait dire que pour beaucoup de vin, pour vraiment beaucoup de vin, on doit donner très peu de bière. Ce qui va complètement à l'encontre de l'utilité marginale décroissante. Je vous conseille de le faire chez vous, de prendre ce graphique, de faire quelque chose comme ça. Donc ça c'est quand c'est concave, hein. Bon je l'ai mal fait mais quand c'est concave, vous avez compris. Et de regarder en fait la variation de bière en vin. Et vous allez voir en fait que pour avoir beaucoup de vin, il faut donner très peu de bière. Ce qui est complètement illogique avec le concept de l'utilité marginale décroissante. Car ça voudrait dire que quand on a beaucoup de bière, notre utilité marginale de bière est très haute. Ce qui n'est pas logique. Maintenant que nous en avons fini avec les propriétés, nous allons voir la construction et variation de la contrainte budgétaire. Et ça va être le prélude à l'analyse des courbes d'utilité combinées aux contraintes budgétaires. D'accord? Comme je l'avais dit en début de vidéo précédemment, quand on va combiner les courbes d'utilité aux contraintes budgétaires, nous allons pouvoir trouver l'optimum du consommateur et pouvoir faire plein de calculs, etc. Ça va vraiment déboucher sur des choses assez intéressantes. Mais avant ça, il faut savoir comment se trouve la contrainte budgétaire, c'est très important. Donc je fais un rappel, même si je l'avais expliqué dans la première vidéo que j'avais faite sur les différents choix économiques, il me semble. Ouais. Alors, ce sera la dernière slide, et la prochaine slide, du coup, ce sera le fait de combiner en fait la courbe d'utilité avec les contraintes budgétaires. Hein, d'accord? Donc là, ça, c'est la dernière slide. Alors, comment se trouve cette fameuse contrainte budgétaire? D'accord? Alors déjà, on va introduire le fait que B, ici, sur ce graphique, c'est des bières. A, le vin, PB, c'est le prix de la bière, PA, le prix du vin, Y, le budget que l'on dispose, PA fois A, c'est les dépenses pour le vin, et PB fois B, les dépenses pour la bière. D'accord?
Alors, imaginons que nous prenions notre budget de 100 euros. 100 va être égal aux dépenses pour le vin plus les dépenses pour la bière, ce qui est logique, d'accord? Notre budget doit être égal aux dépenses pour le vin plus les dépenses pour la bière. Il ne peut pas être plus bas, si il le peut, mais ce sera économiquement pas efficace, et il ne peut pas être plus haut, parce qu'on n'a pas le budget qui fait que l'on peut dépenser plus, d'accord? Si notre budget vaut 100, on peut dépenser que 100, on ne peut pas dépenser 120, d'accord? C'est pour ça qu'ici, j'ai mis une sorte d'inéquation, mais c'est pas une inéquation. J'ai mis que Y, le budget, est plus petit que nos dépenses pour PA et PB lorsqu'on est à droite de la contrainte de budget. Et ici à gauche, j'ai mis que Y est plus grand parce qu'on n'a pas tout dépensé, ça veut dire que notre budget est plus grand. Ici, il est plus petit, ce qui se passera jamais parce qu'on n'a pas le budget qui nous permet de faire ceci. Et quand on est sur la contrainte budgétaire, donc lorsque c'est économiquement efficace, Y est égal aux dépenses pour A plus dépenses pour B. D'accord? Comment on trouve ici la racine et l'ordonnée à l'origine? Eh bien c'est très simple. On prend notre budget qu'on divise par PB. Ok? Imaginons que notre budget c'est 100 et le prix d'une bière exagéré 20 euros. D'accord? On va voir qu'on pourra obtenir 5 bières si on dépense tout notre budget pour PB. D'accord? Donc ici l'ordonnée à l'origine ce sera 5 tout simplement. Et ici imaginons que PA vaut 25. Le prix du vin vaut 25, eh bien on prend Y, donc 100 sur 25, ça donnera 4. On pourra avoir 4A si on dépense tout en vin. Si on relie ces deux points, racine à l'ordonnée à l'origine, on va avoir la contrainte budgétaire. D'accord? Comment on trouve pour avoir l'équation de la contrainte budgétaire? On va tout simplement isoler B. D'accord? Si on isole B, ça nous donne quelque chose comme ceci. Y sur PB fois PA PB fois A. D'accord? Ça, c'est vraiment l'équation de la contrainte budgétaire à retenir. Et on voit bien dans ce cas-ci que PA sur PB, c'est la pente. D'accord? Comme il est marqué ici, la pente, c'est moins tangente, donc moins sinus sur cosinus. Sinus, c'est PB sur cosinus PA. D'accord? Donc moins PA sur PB. Qu'est-ce que ça nous amène du coup? Ça nous amène à savoir, imaginons que on dépense pas du tout de A, donc ce qui va démontrer ce que je viens de dire avant. Si A vaut 0, on fait PA sur PB fois 0, c'est 0, et on peut voir que B est tout simplement égal à Y sur PB. D'accord? Si maintenant Y sur PB est égal à 0, eh bien B est égal à tout simplement ici. D'accord? Ça c'est très simple, c'est quelque chose à retenir. Vous pouvez vous entraîner chez vous avec des chiffres. Enfin, c'est toujours mieux de mettre des chiffres. Mais si maintenant vous posez plus de questions, j'ai expliqué tout ça dans les premières vidéos sur les choix économiques avec la contrainte budgétaire. Et j'ai expliqué ça d'ailleurs un exemple de pizza et d'hamburger, quelque chose comme ça. Alors comment varie du coup cette contrainte budgétaire? Imaginons que notre budget augmente. Donc ça veut dire que là, Y sera plus grand des deux côtés. Donc on va tout simplement avoir une translation vers la droite. On pourra avoir plus de B et plus de A, ce qui est complètement logique. On va avoir une translation complètement parallèle. Et la contrainte de budget, le revenu passe de Y à Y' et le prix reste inchangé. Donc c'est pour ça qu'on a une translation complètement parallèle. D'accord? Voilà, on a fini pour cette première partie sur les courbes d'indifférence. La deuxième partie, on va introduire du coup le fait de combiner les courbes d'utilité aux contraintes budgétaires, trouver l'optimum. Et après, comme d'habitude, on fera la vidéo sur les exercices. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner, mettre un pouce bleu et être là pour la prochaine vidéo tout simplement.